Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les voix de la politique. Avec Nicolas Corato ce soir qui est avec nous, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle. C'est aux éditions Iridium. Face à lui et avec nous l'essayiste et docteur en droit Maxime Thiebaut. Bonsoir à vous deux. Évidemment, on va revenir sur ce second tour des élections régionales. La République en marche, très mal en point, le mouvement du chef de l'État qui fait 6,5% au niveau national. Emmanuel Macron affaibli, qui voit aussi une menace de plus en plus crédible pour 2022, la menace Xavier Bertrand. Alors, qui est officiellement en campagne, Xavier Bertrand. Tiens, écoutez ce qu'il a dit hier lors de sa déclaration de victoire. Durant cette campagne, je vous ai dit la vérité. J'ai été clair, sans rien vous cacher de mes intentions. Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français. Pour redresser notre pays, il y a un préalable, le rétablissement de l'ordre et du respect. La France, je ne laisserai personne la calomnier, l'abaisser, la diviser. Alors, la défaite au régional, la menace, vous l'avez entendu, Xavier Bertrand, la droite favorite aussi pour 2022. Emmanuel Macron est-il en danger? Vous votez sur Twitter et YouTube. Et puis vous nous appelez 0826 300 300. On sera dans quelques instants avec Guy qui nous appelle de Paris. Tiens, Nicolas Corato, est-ce que Emmanuel Macron doit avoir peur de Xavier Bertrand? Je ne sais pas s'il doit, il en a peur. Oui. Puisqu'il avait quand même envoyé 5 ministres dans la région où Xavier Bertrand se représentait. On se souvient d'ailleurs de l'impact de l'annonce de l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti dans la course électorale au régional, qui avait été envoyé par Emmanuel Macron pour donner des difficultés, voire même faire trébucher Xavier Bertrand. Donc oui, je pense que Emmanuel Macron s'occupe beaucoup en négatif du cas Bertrand. Ouais. D'ailleurs, la présence d'Emmanuel Macron aujourd'hui même dans les Hauts-de-France n'est peut-être pas une affaire d'agenda. Oui, alors vous avez raison, j'ai cru entendre que cette date était préparée bien à l'avance. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Elle tombe de manière très opportune. C'est le jeu. Et elle permet à Emmanuel Macron d'être au contact peut-être de son futur adversaire. Oui, qu'il l'a félicité chaleureusement ce matin. Oui, ce qui est très républicain. Ils ont parlé d'abstention notamment. J'en tirerai les conséquences, c'est ce qu'a dit le chef de l'État. Maxime Thiebaut. Xavier Bertrand, c'est 16% des inscrits. Oui. Voilà, tout est dit. C'est-à-dire que ces élections régionales, il faut aussi les contextualiser. On a une participation qui est déplorable. Les classes populaires ne se sont pas déplacées. C'est un vote bourgeois où nous avons vu la vieille gauche et la vieille droite bourgeoise voter pour l'un ou pour l'autre. Et Xavier Bertrand a gagné dans ce contexte. Donc c'est 52% de 16% des inscrits. C'est-à-dire qu'on ne peut tirer aucune conséquence sur 2022 du résultat des élections régionales. Alors après, ça permet à monsieur Bertrand de pouvoir un petit peu se montrer, se mettre en avant, etc. C'est très bien. Moi, je constate juste que ce matin, ils sont à 20% dans les sondages. Et en septembre, une fois l'été passé, une fois la paix estivale passée par là, je pense que Bertrand va soit descendre, soit se stabiliser. Ah oui ? Oui, parce que je ne vois pas, honnêtement, dans le fond de réelle différence entre Emmanuel Macron et Xavier Bertrand. Et je pense sincèrement qu'une fois l'élection présidentielle arrivée, là où les classes populaires et moyennes vont se remobiliser, on va réavoir une bipolarisation de la vie politique. Donc j'ai du mal à avoir un espace pour le moment de Xavier Bertrand. Sauf avoir un fond idéologique différent de celui de la droite qu'on voit classiquement, Pécresse, Wauquiez même, et qui fait du 12-13% depuis toutes les élections où les Français se mobilisent. Je ne vois pas comment Xavier Bertrand peut vraiment faire peur à Emmanuel Macron. Je pense qu'Emmanuel Macron l'a bien compris. Et in fine, cette élection au premier tour a montré que Emmanuel Macron n'avait pas su mobiliser, que les classes populaires n'en avaient rien à faire, parce que c'est la libération du pays, parce que c'est le football, parce que c'est les vacances qui arrivent. Emmanuel Macron s'est dit, on va vite passer cette séquence, on va passer à autre chose, on va laisser croire à Bertrand qu'il a des chances, comme ça va bien diviser la droite. Et puis à la rentrée, je vais revenir avec mes réformes, je vais rebipolariser le pays, et vous verrez que cette droite qui est convaincu d'avoir gagné les élections régionales se perdra dans son mirage. Moi, je suis convaincu ça peut pas faire, on en discutait tout à l'heure, le même scénario qu'Alain Juppé il y a 5 ans. Il monte la Juppé Mania et puis ça redescend malheureusement. C'est des mouvements qu'on a connus, c'est-à-dire que Xavier Bertrand est un personnage qui va permettre de vendre du papier, comme on dit. Oui. C'est-à-dire qu'on va faire des couvertures, on va avoir droit à Paris Match avec Xavier Bertrand. Moi, je vous l'écris, la campagne qui va y avoir lieu dans les 3, 4, 5 prochains mois. Donc, Xavier Bertrand en couverture. Avec sa femme et ses enfants. Sa vie, son
Maisonneuve, sa cuisine, son hamac dans le jardin, son hobby, Xavier Bertrand avec McFly et Carlito, Xavier Bertrand chez Cyril Hanouna, Xavier Bertrand qui reçoit Justin Bieber. On aura droit à toute la vie. Et donc on va vendre de la couverture sur Xavier Bertrand pour un moment peut-être effectivement que le personnage soit s'écroule, soit impacte. Quand on regarde les résultats d'hier soir, effectivement, si on se base que sur les résultats des régionales, Laurent Wauquiez peut tout à fait aussi briguer la présidentielle, Valérie Pécresse, même Renaud Muselier. Bon, Xavier Bertrand, manifestement, c'est celui qui en a le plus envie. Et c'est celui qui le dit d'ailleurs. Et celui qui est le mieux placé, selon un sondage l'IFOP, il est à 18%. C'est le mieux placé à droite. Oui, mais on ne teste pas tout le monde dans ce genre de sondage. Par exemple, je crois qu'ils ont testé Wauquiez et Pécresse. Oui, mais regardez à droite, les sondeurs testent très peu Édouard Philippe. C'est étrange, parce qu'on testerait Édouard Philippe, je ne sais pas à combien serait Xavier Bertrand. Parce qu'ils sont persuadés qu'Édouard Philippe ne se présentera pas. Mais écoutez, moi je pense qu'il faut tester Édouard Philippe. On teste bien Jean-Marie Bigard, on peut tester Édouard Philippe. C'est vrai. Guy est avec nous, il nous appelle de Paris, 0826 300 300. Bonsoir Guy. Bonsoir messieurs, merci pour vos analyses, elles sont percutantes, performantes. Moi je ne vois pas Emmanuel Macron président en 2022. Je pense qu'il est en train de faire du bachotage et comme ce gouvernement ne sait plus où il en est depuis 4 ans, quelque part, il y a eu beaucoup de cafouillage. Donc c'est très difficile à dire, mais moi je ne le vois pas président. Je vois pas. Par contre, il y en a certaines personnes qui sont en avant, par exemple Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Là, je pense qu'il va y avoir une lutte aussi de ce côté-là, bien évidemment, avec Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut se faire éliminer dès le premier tour? C'est un scénario qui est possible selon vous? Vous avez participé au dépouillement hier, d'ailleurs, je le rappelle, Guy. Oui, j'ai participé au dépouillement et Valérie Pécresse l'emporte. Je suis dans le 17e, l'emporte haut la main. Mais moi, je vois bien cette femme se présenter. J'ai l'impression qu'elle doit préparer ça. Ça ne m'étonnerait pas. Bien évidemment, Xavier Bertrand aussi. Il n'est pas incertain que Xavier Bertrand. Il l'a dit, il se présente, Xavier Bertrand. Valérie Pécresse, elle rendra sa décision en septembre. Vous êtes d'accord avec Guy, Maxime? Il peut se faire éliminer au premier tour. Emmanuel Macron. Tout est possible. Oui, mais qu'est-ce qui est le plus possible? Ce qu'on a constaté hier, c'était quand même un vote très légitimiste. Les sortants ont été renouvelés. Et je pense que dans une situation de crise, la sécurité risque aussi de primer, c'est-à-dire la sûreté de se dire on a un président sortant qui a plus ou moins assuré la crise sanitaire, plus ou moins assuré la crise des Gilets jaunes. Donc, dans le petit confort d'une certaine classe électorale, se dire on va laisser Macron peut permettre d'avoir les 23, 24, 25% au premier tour qui lui permettent d'être au second. Donc moi je me méfie. Et il faudrait qu'en fait que Pécresse, Wauquiez ou Bertrand, qui sont en fait assez interchangeables sur ce paysage politique, arrivent à vraiment se distinguer d'Emmanuel Macron. Sauf que leurs marges de manœuvre sont quand même assez réduites parce qu'Emmanuel Macron fait une politique de droite libérale depuis qu'il a été élu et qui était celle que faisait déjà l'UMP avant. Il a rien inventé. La seule différence, c'est qu'il est moins ancré dans le territoire, qu'il a fait des erreurs de communication, qu'il essaie de corriger. Bon, c'est vraiment cette nuance-là. Et il y a aussi la détestation d'Emmanuel. Est-ce qu'il est autant détesté qu'on le dit, Emmanuel Macron, Nicolas Corato? C'est une bonne question. C'est une bonne question dans un pays où... Pas dans les sondages, pas dans les codes de popularité. Non, mais c'est une bonne question dans un pays où les enquêtes disent que quasiment 35% des Français considèrent que la démocratie n'est peut-être pas le meilleur des régimes. Effectivement, la question de la haine, parce que c'est une haine contre Emmanuel Macron, est une vraie question. La question, c'est de savoir si elle est localisée, si elle est dans certains milieux, notamment ceux qui sont nés avec les Gilets jaunes, qui ont effectivement, qui revendiquent une sorte de martyrisation de leur mouvement par la répression des forces de l'ordre, et qui donc ont développé une forme de, il faut le dire, de haine vis-à-vis du président de la République, qui est très inquiétante pour tout régime démocratique. Ou est-ce que c'est plus étendu ? Moi, je me souviens quand même de la campagne de 2011-2012, où Nicolas Sarkozy finissait son quinquennat, non pas avec une forme de haine, mais quand même, il y avait une forme de ressentiment contre la personnalité même du président de la République, qui avait été très utile à François Hollande, puisque finalement, François Hollande a été élu parce qu'on ne voulait plus, et parce qu'on n'aimait plus, d'une certaine manière, la personnalité qu'était Nicolas Sarkozy, peut-être plus que son bilan ou que sa politique. Il faut faire attention, parce qu'effectivement, ce degré de détestation
il va très vite et il se répand très vite. Il est très capillaire, comme on dit. Ça passe d'une personnalité à l'autre. C'est-à-dire que quand on échange un avis sur une personnalité, on va beaucoup plus loin parfois pour convaincre son voisin que quand on parle du programme ou du projet politique. Et ce qui s'est passé avec la claque est à mon avis quelque chose de très... C'est peut-être le vrai démarrage de la campagne présidentielle de 2022, qui pose un projet et une question. C'est est-ce qu'on accepte aujourd'hui que une atteinte aussi physique à la personnalité qui représente la République. Et je pense qu'effectivement, cette question de la haine contre Emmanuel Macron, qui a tout fondé, tout construit sur sa personnalité, sur son mouvement politique portant ses initiales, si effectivement cette personnalité est haïe par une partie significative des Français, c'est très grave. Et pour moi, c'est inédit. Ce degré de haine qu'on ressent, qu'on n'arrive pas à mesurer, mais qu'on peut ressentir en écoutant les médias, pas simplement chez vous d'ailleurs, un peu partout, en écoutant les gens parler, d'Emmanuel Macron. Moi, je suis stupéfait. C'est la première fois que j'entends des Français parler de manière aussi violente de leur président de la République. Certains Français, pas tous, il ne faut pas généraliser. Mais ça existe, alors qu'avant, chez moi, dans mon entourage, ça n'existait pas. Je me suis fait largement gronder, même en Saône-et-Loire, même quand je retourne dans mon département, lorsque j'ai dénoncé la gifle à Macron. Et j'étais stupéfait de recevoir des messages où on m'a dit « mais tu es un vendu à Macron, on ne pensait pas comme ça, il la mérite cette claque après tout ce qu'il nous a fait subir ». Et moi j'étais stupéfait parce que je suis attaché à la fonction présidentielle et je ne peux pas admettre qu'on s'attaque à la fonction présidentielle, tout comme je suis contre les actes de violence contre toute personne humaine, et j'ai été choqué par cette gifle. Mais je ne pensais pas prendre autant de remarques négatives sur le fait de m'être opposé à cette personne qui avait giflé le président de la République. Donc c'est sûr que la haine contre Emmanuel Macron, on la verra au soir du premier tour de l'élection présidentielle et on peut pas réellement l'estimer, et ça je pense que les sondages ne peuvent pas l'estimer. Mais il y a une chose quand même, parce que là on folklore un petit peu sur notre ami Xavier Bertrand, c'est qu'il a perdu des voix par rapport à 2015. Ouais. Xavier Bertrand, au premier tour, c'est moins 8000 voix. Alors, le Front National, on a perdu 500 000 sur le Nord. Mais Xavier Bertrand, c'est moins 8000 voix. En Bourgogne-Franche-Comté, la droite s'est effondrée au premier tour par rapport à 2015. Ils sont complètement emplâtrés. Donc, je me méfie de cette droite qui est convaincue d'être sortie de ses cendres, alors qu'en réalité, d'un point de vue purement numéraire, elle a perdu des voix. Elle a simplement son électorat habitué, qui a besoin aussi de se rassurer psychologiquement. Je pense que la France est un peu en dépression, et il y a des gens qui se sont dit bah tiens, je vais voter pour mon vieux parti parce que c'était la France que j'aimais, la vieille droite RPR, etc. Ça me manque un peu. Moi, j'ai ma grand-mère, elle m'a dit moi j'ai voté à droite parce que ça me rappelait, oui je l'imite bien, c'est bourguignonne, elle m'a dit ça me rappelait quand ça allait bien. Ah oui. Et rien d'autre, elle n'a rien à faire des régionales, il comprend rien. Mais elle était contente. Et je pense que psychologiquement, il y a eu un peu de ça ce week-end. Ça ne veut pas dire du tout que pour autant ils voteront pour l'un des trois de droite. Nicolas, ça me semble très important ce que dit Maxime sur la France en dépression. Je ne voudrais pas dire qu'il faut une campagne doudou, mais je pense qu'Emmanuel Macron a 6 mois pour enfin dire aux Français qu'il les aime. Pas de dire aux Français qu'ils vivent dans un grand pays, qu'ils ne sont pas à la hauteur du grand pays dans lequel ils vivent, ce qui a souvent été un peu ce qu'il leur disait, mais de leur dire les yeux dans les yeux directement qu'il les aime, qu'il les connaît. Est-ce que c'est vrai ? Qu'il a envie de... Non mais, vous voyez, mais peut-être qu'il l'a jamais dit parce qu'il ne l'a jamais pensé. Mais s'il faut mentir pendant une campagne, c'est comme ça qu'il faut qu'il mente. Et s'il le ressent véritablement, il faut qu'il le dise. Parce que moi, effectivement, je pense que c'est son principal handicap. Ce mépris ressenti par les Français qui se transforme de leur part en retour en haine. Ça, il y a un vrai sujet. Ouais. On va demander à Guy, tiens, Guy qui est avec nous, qui nous appelle de Paris. Rebonsoir Guy, vous êtes toujours là Guy ? Oui, je suis toujours Alors, sur ce que dit Nicolas Corato, Maxime Thibault, vous êtes, sans indiscrétion, vous aviez voté pour Emmanuel Macron en 2017 ? Non. Je n'avais pas voté pour lui. D'accord. Bienvenue au club, Guy. Bon, très bien. Alors, sur ce mépris... Je n'avais pas voté non plus pour Marine Le Pen, j'avais voté blanc. Bon, très bien. Sur ce mépris dont parle Nicolas Corato, vous le ressentez aussi ? Oui, j'en parle je vois autour de moi, sans rien dire, pour pouvoir avoir la vérité, que les gens parlent avec vérité. Je ne dis rien, et d'eux-mêmes, les gens me disent ils n'aiment pas Emmanuel Macron. Donc là, effectivement, il a 9 mois pour pouvoir dire au peuple français je les aime, mais le prouver. Il ne s'agit pas de faire des discours au Bernardin et 3 jours après de faire systématiquement le contraire. Il ne s'agit pas de faire des discours devant tous les maires de France et 3 jours après de faire systématiquement le contraire. Non, il faut être droit dans ses bottes et mettre en place
pense qu'il faut mettre en place le nécessaire, le strict nécessaire pour redresser le pays. Il va falloir qu'il parle sérieusement au pays, qu'il dise la vérité. Voilà où nous en sommes, voilà quelle est la situation, voilà ce que nous sommes obligés de faire. Et bien évidemment, ne pas aborder le problème des retraites, parce que là, il se fusille complètement. Ouais. Sauf que vous avez entendu que l'Élysée envisagerait de de reporter l'âge de la retraite à 64 ans. Ça pourrait être voté au Parlement d'ici octobre. Je pense qu'il y aura un sujet sur l'après-confinement. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Finalement, on a vu que les Français se débrouillaient mieux que leurs gouvernants et que leurs dirigeants. Et il ne faudrait pas maintenant que les dirigeants nous ressortent la litanie de la réforme. La réforme à tout prix, la réforme en perpétuel mouvement. Est-ce que le président qui serait élu en 2022, ce ne serait pas celui qui dirait aux Français, écoutez, je vais vous laisser tranquille pendant 5 ans, je vais faire mon boulot, je vais reconstruire l'État, je vais remettre à niveau les services publics, je vais faire ce qu'on doit faire, nous, gouvernants, et je vais arrêter de réformer à tout crin ce pays qui n'en peut plus de réforme, qui n'en peut plus de changement et qui a juste besoin de vivre, de revivre, d'apprendre à se faire plaisir. L'identité heureuse d'Alain Juppé, ça a énervé tout le monde, mais est-ce qu'il n'y a pas un slogan qui permettrait de dire aux Français que dans les 5 prochaines années, on va les laisser un peu tranquilles et on va les accompagner, les aider, et non pas uniquement leur dire c'est pas comme ça qu'il faut vivre, c'est autrement. Moi, je me demande à quel point finalement ce quinquennat qui vient n'est pas un quinquennat, comment dire, de la non-action politique, mais de la vraie action administrative au service des Français. Ouais. Tiens, pour finir en conclusion, Maxime Thiebaut. C'est vrai que la vraie question, c'est une relation charnelle. Emmanuel Macron, il a une relation avec les Français qui est celle d'un communicant dans une entreprise du CAC 40. Il faut une relation charnelle. Vous pouvez pas dire à votre épouse, je suis désolé, j'ai fauté, je suis allé voir la voisine, je t'aime, et le lendemain, retourner fauter avec la voisine. C'est pareil. Emmanuel Macron, sa relation, c'est d'aller voir les jeunes, de leur parler de ce qu'ils veulent entendre, et ensuite de faire le contraire dans sa politique. De faire pareil avec les retraités, de faire pareil avec les indépendants, etc. Mais c'est pareil pour les autres candidats. Je ne vois pas chez les autres candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle cette envie de relation charnelle, cet amour avec les Français et ce fait de leur dire, moi je vais tout faire, je vais mouiller la chemise pour vous en sortir, pour vous sortir du marasme dans lequel on se situe. Et c'est là où des candidats comme Marine Le Pen, je trouve qu'elle ne parle pas assez aux Français. Elle est sur du projet, elle est trop négative, mais elle ne parle pas aux Français. Éric Zemmour a une vision trop fantasmée de la France, mais ne parle pas aux Français. Ne leur dit pas, je vais vous construire une belle France pour demain, un bel avenir. Et à droite, on les voit en train de se dire, en regardant les sondages, j'ai une petite chance de pouvoir être devant les autres. Et in fine, ne pas vraiment leur parler non plus. Emmanuel Macron est-il en danger pour 2022? La réponse, le score final sur le compte Twitter de Sud Radio, vous dites oui à 62%. Merci à Guy pour votre analyse, mon cher Guy. Guy qui nous a appelé de Paris. Merci à Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion politique Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. Voilà, vous pouvez le procurer, ce livre. C'est aux éditions Iridium. Merci à Maxime Thiebaut, essayiste, docteur en droit. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Bismart, Stéphane Soumier et ses invités.